Je m'appelle Bebada Mayon Didier, je suis membre expert d'Africa 21 et président d'Africa 21 France. Euh, j'ai l'honneur de présider en fait ce débriefing. C'est pas à moi de faire tout le discours scientifique. On a la chance d'avoir des personnalités qui sont compétentes, qui ont beaucoup d'expertise, qui nous sont utiles et intéressantes. Donc, je vais juste vous proposer quelques éléments introductifs. Ensuite, je laisserai la parole à nos invités pour qu'ils nous parlent et de leur, disons, retour d'expérience par rapport à ce forum de haut niveau. Et chacun parlera à son tour, bien sûr, environ 15 minutes par invité. Ensuite, on fera disons, une partie de questions-réponses. On va essayer de prendre peut-être une série de questions et nos invités vont y répondre. Ensuite, on prendra une autre série en fonction du temps qui nous reste. D'accord? Je vais partager avec vous l'écran de présentation. J'espère que tout le monde voit. C'est bon? C'est OK de mon côté. OK. Donc, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour faire le débriefing de l'édition 2024 du Forum politique de haut niveau sur le développement durable. Et le thème conducteur, en fait, de cette rencontre, c'est quels sont les enjeux, les résultats pour l'Afrique par rapport à ce forum de haut niveau. Donc, nos deux invités sont notamment M. Nassim Oulman, qui est directeur par intérim de la technologie, du changement climatique et des ressources naturelles à la Commission économique pour l'Afrique des Nations, pour l'Afrique des Nations. Et son expertise qui nous concerne notamment les termes concernant le financement, la dette et le changement climatique. Ensuite, nous avons M. Jean-Paul Adam, directeur pour la politique, le suivi et le plaidoyer dans le bureau du conseiller spécial pour l'Afrique des Nations Unies et qui a pour thème phare la réforme du multilatéralisme et l'architecture financière internationale. Alors, comme je vous disais en introduction, après mon mot, il y aura l'intervention de nos invités, ensuite des questions-réponses et un petit mot conclusif. Et un petit rappel par rapport à ce qu'on appelle le Forum politique de haut niveau sur le développement durable, qui est considéré comme la plateforme principale des Nations Unies quant à toutes les questions relatives au développement durable. La première édition a eu lieu le 24 septembre 2013 et ça prenait en fait le relais de la Commission du développement durable qui avait cours depuis 1993 et qui, chaque année, justement, faisait un point sur le suivi des objectifs de développement durable. Et donc, l'édition de cette année, elle a lieu du 8 au 18, si je ne me trompe pas, à New York. Je crois que nos invités sont là-bas. Et le thème de cette édition-là, c'est de renforcer le programme de développement durable à l'horizon 2030 et éradiquer la pauvreté en période de crise multiple. Attendez. Et la mise en œuvre efficace de solutions durables, résilientes et innovantes. C'est un thème qui est assez long, mais vous comprendrez que le principal, c'est avant tout le renforcement du programme de développement durable relatif à l'agenda 2030, avec comme focus principal l'éradication de la pauvreté dans un contexte de crise. L'autre élément important de ce forum politique de haut niveau pour cette année, c'est l'examen approfondi de 5 ODD, notamment les ODD 1, 2, 13, 16 et 17, qui concernent respectivement la lutte contre la pauvreté, l'élimination de la faim, la lutte contre le changement climatique et l'action pour la justice et la paix et tout ce qui concerne le renforcement des partenariats. Et à cette occasion, il y a aussi 14 pays africains qui présentent leur examen national volontaire que j'ai cité là, notamment le Congo, la République du Congo, l'Érythrée, la Guinée équatoriale, le Kenya, le Tchad, la Libye, la Mauritanie, Maurice, Namibie, Sierra Leone, Sud-Soudan, Ouganda et Zimbabwe.
Alors, je ne reviens pas spécifiquement sur la présentation de nos invités, mais c'est à eux que je vais maintenant donner la parole et ils interviennent. Je ne sais pas qui a envie d'intervenir en premier, Nassim ou Jean-Paul, mais je vous laisse la parole. Si vous voulez, je départage l'écran pour que vous ayez euh, un peu plus de latitude pour faire votre présentation. Avec plaisir. Voilà. Bon, je peux peut-être commencer. Je pense que c'est bien, Nassim, vas-y. Très bien. Donc, rebonjour tout le monde. Et Bonjour. effectivement, nous sommes au dernier jour. Là, aujourd'hui, pour être plus précis, il y a le segment EcoSoc, mais le forum de haut niveau s'est terminé officiellement hier soir par l'adoption de la déclaration ministérielle. Comme il a été dit, la participation du continent a été relativement forte par rapport, je dirais, à d'autres régions du monde, dans le sens où il y a eu un engagement au plus haut niveau et ça s'est vu. Donc ça, c'est un des premiers enseignements, c'est que les délégations africaines étaient très bien représentées au niveau ministériel, ce qui n'était pas forcément le cas d'autres sous-régions. Donc ça c'est un premier indicateur qui montre que à la fois l'Afrique, le continent, prend cette question de la mise en œuvre des ODD très au sérieux, mais c'est aussi un indicateur d'urgence et d'alerte. Et donc, c'est vraiment euh, le souhait de montrer qu'il y a urgence à traiter un certain nombre de questions du continent euh, qui vont aussi être traitées lors du sommet du futur, parce que cette année, contrairement aux années précédentes, on a une séquence très particulière dans le sens où le forum de haut niveau sur le développement durable est suivi en septembre du sommet de l'avenir en français, au Summit of the Future, en anglais. Et effectivement, je crois que les pays africains ont bien compris les enjeux de ce sommet pour le futur et ont bien compris qu'il était important de faire entendre leur voix, non pas seulement au travers de la déclaration, du document du sommet du futur et le pacte pour le futur ou le pacte pour l'avenir, mais également au travers de l'ensemble des événements et des déclarations ministérielles, des conférences qui ont un lien avec la préparation du sommet pour le futur. C'est pour ça qu'effectivement, à Addis Abeba, en avril, on a déjà vu un engagement très fort, mais il était notable cette année de voir que les pays africains étaient très bien représentés au niveau ministériel. Bien sûr, il y a eu les revues volontaires nationales, 14, qui ont été faites. Là aussi, nos pays qui viennent d'être cités ont pu partager à la fois les défis auxquels ils sont confrontés, les enjeux et les besoins d'action qui sont nécessaires. Alors, pourquoi il y a un sentiment d'urgence? Parce qu'il y a un vrai problème de financement. Et je crois que c'est le principal message qui est adressé par l'ensemble des pays, c'est qu'il y a un problème de financement de la mise en œuvre des ODD. Il y a très peu d'ODD qui sont encore on track, comme on dit en anglais, qui sont encore atteignables sur la base du trend actuel. Donc, il faut vraiment changer et de manière très significative le cours des choses pour pouvoir se remettre à espérer d'atteindre la mise en œuvre des ODD. Je crois il y a sur 169 indicateurs, on a 4 ou 5 indicateurs qui sont parmi les 17 ODD qui sont dans le vert. La très grande majorité, donc plus de 160 indicateurs sont soit rouges, soit jaunes, c'est-à-dire rouge, c'est-à-dire qu'on est même en la tendance inverse, on fait moins bien que les années précédentes.
et jeunes, on est encore loin de l'objectif. Donc, on a vraiment ce message on n'arrive pas à mettre en place, à mettre en œuvre les objectifs. On ne sera pas au rendez-vous en 2030 si les choses continuent comme ça. Et à partir de là, le nerf de la guerre est bien entendu le financement de ces ODD. Et les pays africains ont voulu souligner, et la très grande majorité d'entre eux, dans leur déclaration, dans leur présentation, que ce soit au VNR ou lorsqu'ils ont pris la parole lors du débat général, lorsqu'ils posaient des questions, ils ont chaque fois souligné la question de la dette qui est très spécifique, qui n'est pas, enfin, peut-être pas spécifique, mais qui est très prégnante au niveau des pays africains. C'est beaucoup de pays africains ont un service de la dette qui représente une partie très importante de leur budget. Certains dépassent les 60%, ce qui est énorme par rapport aux besoins d'investissement, mais sur besoin de répondre au quotidien de leur population, mais également d'investir vers l'avenir compte tenu des spécificités du gouvernement, compte tenu du fait que les pays sont de plus en plus touchés par les conséquences du réchauffement climatique. Et en même temps, avec les dynamiques démographiques, les besoins d'investissement et pour assurer la transition aussi, comme vous le savez, sur la question climatique, lors du sommet de Nairobi de septembre dernier, les pays africains ont affiché leur ambition d'avoir une action climatique très forte, mais là aussi, l'ambition ne suffit pas si elle n'est pas, accompagnée de moyens et d'investissements très importants. Donc là, c'était un des messages les plus importants, je dirais, la réforme nécessaire du système, de l'architecture financière globale qui permet à la fois de développer et débloquer des financements, donc développer des financements innovants et développer des financements qui vont permettre d'accompagner cette ambition-là, mais également un traitement particulier de la question de la dette pour réduire ce fardeau, réduire ce poids qui pèse sur les finances publiques et qui pèse sur les budgets des États. Bien entendu, au-delà de ça, mais ça reste lié, la question au-delà de la réforme de l'architecture financière globale, la question de comment mesurer la richesse des nations, comment mesurer qui aujourd'hui se fait au travers du PIB et qui ignore un grand pan de la richesse de ces nations qui devient de plus en plus importante, qui est la nature. En fait, le capital naturel des pays n'est pas pris en compte dans la mesure que ce soit du PIB, dans les valeurs ajoutées liées à ces écosystèmes-là. Donc, les activités qui ajoutent de la valeur à ces écosystèmes sont mal prises en compte. Donc, du coup, le PIB ne mesure pas la richesse de ces nations-là. Du coup, leur endettement apparent, qui est le ratio effectivement de la dette sur le PIB, paraît important, même s'il reste en moyenne, il est autour des 60% pour les pays africains, hein, le ratio de dette sur PIB. On est loin du taux d'endettement de beaucoup de pays développés. Mais au-delà de ça, le fait que nos pays ont aussi ce capital naturel qui est mal prise en compte, mal mesurée, fait qu'on a cette perception qu'ils sont très endettés. Or, ce n'est pas le cas. Donc, pouvoir dépasser ces mesures-là, dépasser les mesures strictes du PIB et vraiment mieux prendre en compte ce capital naturel dans les systèmes de statistiques peut permettre très rapidement d'actionner des leviers de financement qui vont permettre de faire ces investissements et d'assurer ces transitions. Donc là aussi, un certain nombre d'autres, mais je vais terminer par cela pour pas être trop lent, mais on pourra y revenir plus tard au cours des questions. La question le digital compact, c'est-à-dire le creusement finalement du fossé digital ou numérique entre les pays du Nord et les pays du Grand Sud en général, du Sud global. Là aussi, et particulièrement sur
pour les pays africains, où là, on a un vrai creusement de ce fossé qui peut être lourd de conséquences. Donc, comment inverser la tendance? C'était un message très important, inverser la tendance par rapport à ce creusement du fossé. Et enfin, je reviens sur ce point très particulier. La question de la dynamique démographique a été encore une fois soulignée parce que ça a des conséquences en termes d'investissement nécessaires. Et justement, toutes les questions de financement dont j'ai parlé, de la dette, sont reliées à ça. Et même la question du fossé numérique et la nécessité d'investir sur le numérique pour permettre d'accompagner le développement de nouveaux métiers pour tous ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail, qui sont porteurs de projets, qui sont porteurs d'espoir, mais qui ont besoin aussi d'une infrastructure numérique qui favorise et qui les accompagne et qui les aide à tirer profit de toutes ces opportunités. Je vais m'arrêter là pour l'instant et je pourrai reprendre sur d'autres points par rapport aux questions. À vous. Merci Nassim. C'est important que tu aies, disons, posé tout de suite le principe de la forte participation africaine à ce forum et en même temps les défis qui nous concernent spécifiquement. Et je donne maintenant la parole à Jean-Paul qui va nous amener sans doute vers d'autres approches, mais qui concordent en fait pour l'Afrique notamment. Merci. Absolument. Merci beaucoup, Didier. Et merci, Nassim. Je vais peut-être compléter la réponse de Nassim et offrir aussi des complémentarités sur son discours. Juste d'abord, pour ceux qui ne me connaissent, d'abord, c'est un plaisir de retrouver certains amis, mais pour me représenter, je suis le directeur dans le bureau de l'Office du conseiller spécial pour l'Afrique auprès du secrétaire général des Nations Unies. Et on travaille tous les jours avec les pays africains basés ici à New York pour leur conseiller vis-à-vis le multilatéralisme et surtout les Nations Unies. Et justement, ce moment que nous vivons, nous pouvons dire avec inquiétude que nous vivons peut-être même une crise du multilatéralisme. Et c'est une question pour les pays africains de s'assurer que les institutions multilatérales sont adaptées à leurs besoins. Je crois que la réalité qu'on constate, et comme Nassim a déjà exposé, la fossé qui existe entre l'ambition des ODD et la réalisation des ODD démontre déjà que les institutions pour accompagner les pays africains dans la mise en œuvre des ODD ne sont pas adaptées. Et surtout, c'est une question de mobilisation de ressources pour investir dans cette atteinte. Euh, en plus, nous avons aussi les questions sécuritaires et les institutions multilatérales, leur capacité aussi de faire face aux défis sécuritaires à la fois sur le continent, mais qui a aussi un aspect global. Et je dirais tout d'abord que le Conseil de sécurité, dans sa forme actuelle, représente le monde en 1945 et pas le monde de 2024. Et je crois que les pays africains demandent que justement cette architecture soit adaptée à leurs besoins et de reconnaître que beaucoup des défis autour, par exemple, des réfugiés, sont des problèmes qui continuent à affecter le continent. Et nous avons aussi la continuation de guerres civiles et des personnes qui sont déplacées en raison de ces conflits. Euh, En même temps, nous avons aussi l'impact des conflits ailleurs qui ont un impact beaucoup plus prépondérant sur le continent africain, notamment la guerre en Ukraine qui est liée directement, par exemple, à l'inflation et aux augmentations des prix à la fois des hydrocarbures qui a un impact sur le coût de la vie, mais aussi pour l'importation de certains aliments de base qui sont très importants sur tout le continent africain. Et ça fait que le continent africain a du mal à s'adapter à ces courants
actuellement dans la situation sécuritaire globale. Et quand on regarde vers le sommet pour l'avenir, le sommet pour le futur, nous devons aussi réfléchir sur justement cette architecture qui doit être adaptée à la fois au niveau du Conseil de sécurité, mais à la fois aussi d'assurer que les pays africains ont la capacité d'assurer l'état de droit, d'assurer la sécurité des citoyens et d'avoir le meilleur environnement pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable et tout en respectant leur souveraineté et leur capacité. Passons à l'architecture de développement international et nous devons remarquer au départ que l'atteinte, que les ODD sont à la fois une ambition mais aussi un engagement. Et c'est un engagement à la fois au niveau des États individuels aussi bien qu'au niveau du système multilatéral. Et le plus grand défi actuellement, c'est de pouvoir transférer les moyens nécessaires pour assurer la protection et l'amplification en fait de ces investissements vers l'atteinte des ODD. Nassim a déjà cité le problématique de la dette et je voudrais réitérer que le problématique de la dette, par exemple, ce n'est pas en fait le total de la dette africaine qui n'est pas très élevé. Ce n'est pas la quantité de dette, mais c'est le coût des frais de service de la dette. Et ça, c'est lié très directement à la conjoncture internationale actuelle. Nous avons vu que depuis 2020, le coût des frais de service de la dette pour les pays africains ont doublé. En 2024, les pays africains vont payer le plus grand coût pour ces frais à environ 89,4 milliards de dollars. Et à noter que les pays africains aussi actuellement payent le double en les frais de service de dette externe par rapport au pourcentage des dépenses gouvernementales sur les services de santé, par exemple. Et c'est-à-dire que la situation actuelle en ce qui concerne la dette ne permet pas en fait la réalisation des ODD parce que la majorité des ressources qui sont mobilisées par les États ne peuvent pas être concentrées là où est l'urgence, c'est les objectifs de développement durable qui permettraient en fait de réduire aussi le risque sécuritaire parce que le meilleur vaccin contre l'insécurité, c'est bien le développement. Et au sujet de la question de la dette et la réforme de l'architecture internationale, les pays africains sont très affectés en premier lieu, mais ils proposent aussi plusieurs solutions, notamment d'avoir un gel en partie, pas nécessairement de toute la dette, mais une partie de la dette qui dépend des institutions multilatérales, mais aussi des partenaires bilatéraux, qu'il y a un gel jusque l'atteinte des ODD, c'est-à-dire juste un petit peu plus de 5 ans, pour permettre justement cette accélération nécessaire dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable globalement. C'est nécessaire aussi d'augmenter les ressources financières qui sont disponibles pour l'investissement dans le développement durable et notamment aussi dans la résilience climatique. Il y a du progrès dans ce sens, notamment le FMI, dans le premier quart de l'année, a noté la possibilité de transférer ce qu'on appelle des droits de tirage spéciaux ou des DTS du FMI, c'est-à-dire c'est des sources de réserves supplémentaires qui peuvent être distribuées actuellement à des pays qui ont moins de ces ressources et notamment l'idée principale africaine, c'est de transmettre ces ressources à la Banque africaine de développement qui permettrait en fait de fournir beaucoup plus de ressources directement dans la résilience et le développement durable sur le continent africain. Mais peut-être pour terminer, la question aussi, c'est comment mieux appuyer les pays africains à mobiliser les ressources dont ils ont besoin eux-mêmes. Et c'est-à-dire d'avoir un vrai, comment dire en anglais, un vrai ownership du développement durable. Et ça commence bien sûr avec les ressources nécessaires. Cela ne veut pas juste dire, par exemple, augmenter les taxes.
c'est une question plutôt d'adresser les flux financiers qui parfois ne sont pas mobilisés. Il faut noter qu'actuellement, il y a 500 à 600 milliards de dollars qui quittent le continent africain chaque année sans être mobilisés par plusieurs voies, en partie des financements illicites, en partie la corruption, en partie c'est aussi des accords, par exemple, d'investissement qui ne sont pas adaptés aux besoins africains et notamment qui parfois font que les pays africains n'en bénéficient pas comme ils devraient autour de leurs ressources et leurs exportations de matières premières. Et alors, une partie de la solution, c'est de transformer les économies africaines, de renforcer les chaînes de valeur autour surtout des chaînes de valeur qui sont liées au développement durable, autour de la protection de la nature, qui peut jouer un rôle justement de réduction de risques à long terme, et d'arrêter ces flux financiers illicites qui sont actuellement pas mobilisés sur le continent africain euh, euh, serait une des actions les plus importantes pour permettre aux pays africains de mobiliser leurs propres ressources. Et les pays africains ont dirigé un peu cette lutte à travers une résolution qui a été adoptée en fin 2023 aux Nations Unies, d'avoir un cadre de coopération sur les taxes au niveau des Nations Unies. Auparavant, ces forums existaient euh, principalement dans le cadre de l'OCDE, mais à partir de cette année 2024, c'est pour la première fois que ces instances seront situées dans le contexte des Nations Unies et alors de faire directement le lien entre la mobilisation des ressources à travers les taxes, mais aussi d'empêcher des flux financiers illicites et d'assurer que ces ressources peuvent être investies avec urgence dans le développement durable. Alors, j'ai expliqué un peu les enjeux pour le continent africain en ce qui concerne la réforme du multilatéralisme, mais c'est très important aussi que nous renforçons les efforts à l'échelle nationale et nous avons bien noté les exemples cités par plusieurs pays africains pendant ce forum politique de haut niveau en ce qui concerne leurs engagements, leur investissement pour atteindre les ODD et aussi de protéger les populations vis-à-vis une situation globale actuelle qui est très difficile. Alors, merci beaucoup de nous avoir invités et nous sommes à votre disposition pour toute complémentarité d'informations et bien sûr de questions. Ben, merci Jean-Paul et merci à vous deux. Et si je dois faire, disons, un petit point rapide de tout ce qui a été dit, et finalement, je dirais qu'avant de laisser la parole à tous nos participants, que je resalue d'ailleurs, ceux qui nous ont rejoints tout à l'heure, j'ai l'impression qu'en vérité, il y a pour l'Afrique une question d'adaptation architecturale, que ce soit du point de vue financier, du point de vue sécuritaire, politique, etc. Et donc, comme vous avez dit, chacun de vous, le défi, il est énorme, c'est-à-dire mobiliser des fonds, mais aussi faire en sorte que les structures adaptées soient efficaces, soient mises en place pour que les Africains eux-mêmes, en quelque sorte, dans cette mobilisation-là, puissent jouer leur rôle. Alors, je laisse la parole à ceux qui nous ont rejoints et ceux qui étaient là au début pour que chacun pose sa question. Je rappelle juste un certain nombre de règles. On va essayer de prendre une série de 5 questions et vous pouvez les poser à chacun de nos invités ou aux deux en même temps. Ils vont répondre comme ils souhaitent y répondre. Si les 5 questions ont des recoupements, c'est à eux de les faire. D'accord? Si quelqu'un prend la parole, il se présente rapidement et il pose sa question qui ne doit pas dépasser 1 minute. Sinon, on risque de ne pas avoir beaucoup de temps. Et si quelqu'un a eu une contribution, disons, constructive à faire, cette contribution ne doit pas dépasser 1 minute non plus. Dans tous les cas, il faudrait vous rappeler juste votre nom et peut-être rapidement quelle institution vous représentez et on prend vos questions. Ensuite, après la question de ceux qui sont directement en ligne, peut-être Julien nous lira quelques questions que les gens auront posées directement dans la discussion.
Pour l'instant, je n'ai pas de questions en ligne. D'accord, ça marche. Alors, qui est-ce qui veut prendre la parole là? Qui est-ce qui est courageux? N'oubliez pas de réactiver votre micro. Oui, de lever la main pour que je vois ceux qui ont envie de... Avant, bon, si quelqu'un n'est pas encore motivé, moi, je vais poser une question rapidement, et notamment à Nassim, qui a parlé, disons, du capital naturel des pays africains qui n'est pas pris en compte, notamment. Et ça me rappelle, justement, on avait déjà fait, si Julien se rappelle, et peut-être Alex aussi, ou si Sébastien est là, on avait fait une conférence en ligne sur, disons, la criminalité écologique. Et donc, je ne sais pas dans quelle mesure, par exemple, ce capital naturel est, disons, est mis en difficulté ou a du mal à être mobilisé dans un contexte de crise sécuritaire, comme par exemple Jean-Paul l'a évoqué. Donc, je fais le lien entre cette crise sécuritaire et la difficulté à mobiliser le capital naturel ou même à l'évaluer tout simplement, le capital naturel de l'Afrique, et à le prendre en compte dans les ODD. Merci. Alors, oui, alors, c'est une question qui a plusieurs dimensions, Oui. mais déjà, je vais illustrer ça avec une présentation d'un des pays qui a fait sa revue volontaire. Je me fais référence à un ministre du Tchad qui, justement, illustrait ça et les conséquences indirectes de l'accueil de réfugiés du Soudan. Le Tchad accueille 1,1 million 160 000 réfugiés actuellement du Soudan, dans une région spécifique. Donc, quand les réfugiés sont concentrés dans cette région-là, et bien sûr, le Tchad fait le maximum pour fournir le minimum vital à ces réfugiés-là, mais les réfugiés utilisent aussi ce qu'ils trouvent sur place. Et qu'est-ce qu'ils trouvent? C'est du bois de chauffe. Donc, ils coupent des arbres. Le peu d'arbres qu'il y a dans cette région sont coupés. Donc, la détérioration de la nature de cette région-là s'est accélérée de manière très forte du fait des conséquences d'un conflit dans un pays voisin, donc de l'insécurité. Donc, on voit bien les conséquences aussi des conflits sur le capital naturel des pays, alors que ce capital est déjà mis à rude épreuve par le réchauffement climatique. Donc, c'était vraiment pour donner une illustration concrète de difficultés auxquelles sont confrontés les pays. Alors, bien sûr, il y a des réponses, mais c'était pour souligner l'urgence d'apporter ces réponses-là, donc une aide directe aux capacités du pays à accueillir des réfugiés liés à un conflit, mais également la mise en place d'alternatives au bois de chauffe pour faire de la cuisine, etc. Donc, il y a toute une batterie d'accompagnement qui peut être mobilisé, mais ça demande à la fois une volonté politique et bien entendu des moyens financiers. Mais au-delà de ça, sur la question de la mesure du capital naturel, effectivement, pour le protéger, il faut déjà bien le mesurer, donc savoir ce qu'on a, et donc là, ça passe par une modernisation, une transformation des systèmes statistiques nationaux, mais également au niveau global, au niveau de la Commission des statistiques des Nations Unies, pour accélérer cette transformation-là, pour pouvoir développer les outils de mesure de ce capital naturel et afin qu'il soit mieux pris en compte dans la mesure de la richesse des nations. Donc ça, c'est un. Et effectivement, aussi au niveau des pays, mettre en place les moyens de mesure et aussi de reporting. Donc comment annuellement pouvoir renseigner l'évolution de ce capital naturel
et le fait pour pouvoir le gérer et donc de défendre lorsqu'il est à risque, lorsqu'il subit justement un risque de détérioration. Mais au-delà de ça, la valorisation, c'est très important, effectivement. Alors, c'est des débats qu'on a et des sujets très intéressants et très importants stratégiquement pour le continent sur, par exemple, tout ce qui est marché carbone, comment mesurer, comment valoriser, mieux valoriser ce potentiel-là lié à la nature, sur la biodiversité, crédit biodiversité également, comment mieux valoriser. Donc, tout ça passe par cette transformation et cette modernisation des systèmes statistiques, mais pas seulement, pour pouvoir justement donner le vrai prix, un vrai prix à ce capital-là, parce que cette nature rend des services et va rendre de plus en plus de services à la planète parce que justement cette biodiversité et les forêts, si je dois citer que les forêts, jouent un rôle très important en matière de séquestration de carbone, par exemple, mais c'est valable aussi pour la partie océanique. Donc tout cela, ce rôle-là que ces écosystèmes rendent n'est pas valorisé, n'est pas payé à son juste prix. Donc, à partir de là, ce n'est qu'en mesurant mieux et en valorisant ce capital naturel qu'on pourra accélérer ou actionner ce levier pour mieux lutter contre le réchauffement climatique, contre aussi la détérioration de la biodiversité. Donc, vous voyez que tout ça est intégré. Ça permettra de mieux mobiliser des financements et aussi, parfois, lorsqu'on a des arbitrages à faire, alors, c'est des arbitrages auxquels sont confrontés nos pays de manière quotidienne, sur des investissements dans des mines, etc. Si on valorise mieux et différemment le capital naturel, peut-être que le résultat de ces arbitrages se verrait profondément modifié, car justement, les États, mais aussi et surtout les communautés locales concernées par ces arbitrages verraient les choix se porter plus vers le développement d'activités liées au capital naturel. Je vais m'arrêter là par rapport à ça, mais c'est une question qui a énormément de dimensions et qui est vraiment fondamentale pour le continent. À vous. Merci Nassim. Je crois que Jean-Paul voulait Oui, je ajouter. voulais juste compléter avec un exemple lié à la dette, parce que la réalité, c'est que euh, quand on fait des analyses sur la viabilité de la dette, hein, c'est un exercice qui est fait par le FMI et la Banque mondiale et d'autres partenaires avec les pays. Et souvent, la méthode classique de regarder la viabilité de la dette, c'est la capacité du pays à payer, mais c'est aussi la valeur des infrastructures, hein. C'est-à-dire que c'est une sorte de méthodologie pour pouvoir la résilience du pays vis-à-vis un choc économique international. Mais si on reconnaissait la vraie valeur de la nature en ce qui concerne de la réduction des risques, les pays africains vont payer moins, en fait, en prime, en ce qui concerne d'abord les assurances, mais aussi en ce qui concerne les coûts généralisés de l'argent ou de prêter de l'argent. Parce que, juste un exemple, si en Afrique, souvent, parce que chaque année, en fait, la réalité, c'est qu'on réagit vis-à-vis les risques climatiques à la place d'investir pour réduire ces risques. Alors, chaque année, il y a des sécheresses et il y a des inondations, souvent qui sont un après l'autre. Et la réalité, c'est que, par exemple, pour les inondations, si on arrivait à investir dans des lacs, des rivières, le maintien de ces espaces d'eau, on peut réduire dramatiquement le risque de désastres qui sont liés aux inondations. À la fois, si on replante, par exemple, les forêts qui sont affectés par la déforestation. Encore, on réduit l'impact des inondations potentielles et on réduit aussi le risque de sécheresse. Et tout ça, c'est une méthodologie de dérisquage. Et si on prenait ça en compte, justement, dans l'analyse de la viabilité de la dette dans les pays africains,
on verrait que avec un investissement dans le capital naturel, on va réduire les risques à long terme. En conséquence, on devrait réduire le coût du capital et le coût d'investissement justement dans la nature qui permet en fait euh, de rendre beaucoup plus viables les économies africaines parce que ça reconnaît la vraie valeur de la nature et la valeur de la nature surtout vis-à-vis les populations. Merci, Euh, Jean-Paul. Didier, moi j'ai deux Oui, questions dans le chat que je peux relayer, à moins qu'il y ait OK, des gens qui veulent prendre la parole immédiatement. ça marche. Qu'est-ce que je lis les questions alors. Oui, oui, tu lis les deux questions et nos invités vont y répondre à tout de rôle, comme tout à l'heure. Alors, j'ai reçu deux questions d'un même journaliste, Ernest Agbota du Bénin, qui travaille pour la Radio nationale du Bénin, l'antenne de Parakou. Sa première question portait sur quelles sont les expériences réussies en matière de financement climatique en Afrique et comment peuvent-elles être reproduites. Et la deuxième question portait sur un tout autre sujet, comment les communautés locales et les populations vulnérables peuvent-elles être impliquées dans les discussions sur le financement climatique? Voilà. Sacrée question. Je laisse à nos experts. Je laisse la parole à, je ne sais pas si Alors, peut-être, Jean-Paul veut commencer je ou commence et Nassim va va venir. Alors, compléter. il y a, on doit commencer en disant que les promesses n'ont pas été tenues, hein. Les 100 milliards de l'accord de Paris n'ont jamais été versés au niveau et même au niveau qu'on pensait. Et même dans certains cas, il y a des financements qui ont été reclassifiés comme financement climatique. En fait, c'est pas de l'argent supplémentaire. Et quand on fait la comparaison avec ce qui a été investi dans le contexte, par exemple, de COVID, c'est incroyable. On devrait pouvoir mobiliser cet argent à l'échelle globale. Et c'est le défi du multilatéralisme actuellement, c'est de vraiment permettre cet investissement d'avoir lieu parce que euh, c'est une question de conscience de la réalité de notre planète. En investissant en Afrique, on va réduire les risques pour le continent, mais on va aussi, en investissement pour le développement, contribuer justement à développement durable à l'échelle globale. Euh, mais où les pays africains ont réussi, même si on a ces défis à l'échelle mondiale, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui se passe. Il y a plusieurs pays qui ont fait des actions, je vais en citer quelques. Je peux citer mon pays, je suis des Seychelles et les Seychelles ont fait à la fois un échange de dettes pour l'adaptation climatique en 2015 les Seychelles a aussi émis des obligations bleues qui a permis l'investissement dans le développement durable du secteur halieutique sur des normes durables aux Seychelles. Récemment, il y a le Rwanda qui a aussi organisé l'émission des obligations vertes par la Banque de développement du Rwanda, qui en fait permet le transfert de fonds à un coût très réduit à des petites et moyennes entreprises qui sont impliquées dans le secteur agricole, en ce qui concerne l'agriculture durable, et aussi en ce qui concerne la réhabilitation de zones affectés par la déforestation. Et c'est directement de créer le lien entre l'activité économique autour de l'environnement, l'agriculture durable, et la réduction des risques autour de la bonne gestion de l'environnement. Il y a plusieurs d'autres pays qui ont fait euh, qui ont fait des exemples similaires. Il y a l'Afrique du Sud qui a fait une obligation pour protéger les rhinocéros. Il y a le Gabon qui a aussi récemment conclu en 2023 un échange de dettes contre l'adaptation climatique. Mais ce qui est, et peut-être ça lie un peu à la deuxième partie de la question, le plus important, c'est de pouvoir lier les besoins à l'échelle nationale, et là, je dirais aussi au niveau communautaire, au niveau des villages. Et le point de démarrage, en fait, ça doit être des besoins des populations. C'est-à-dire, et là, on parle vraiment les nécessités de base, l'alimentation,
et la création d'opportunités et la connexion, par exemple, au système énergétique. C'est les besoins de base au niveau de la population. Et puis de traduire ça et de le lier à une stratégie financière à l'échelle nationale. Et l'ONU, on préconise une approche qu'on appelle des cadres de financement intégrés national. Et ces cadres sont soutenus par les différentes agences de l'ONU, en fait, reconnaissant les ressources qui sont possibles. euh, c'est de prendre une approche très pragmatique, mais après d'identifier les possibilités, de reconnaître aussi que nous ne devons pas, par exemple, mettre des taxes sur les personnes qui sont déjà pauvres, mais c'est de mobiliser les ressources qui permettent un vrai investissement dans le développement durable. Parfois, c'est une question de mobiliser des ressources qui actuellement ne sont pas mobilisées pour des raisons de mauvaise politique de taxation, ou parfois des mauvaises politiques sur la gestion de ressources naturelles, etc. Mais d'identifier les ressources qui sont possibles à l'échelle nationale, à la fois de continuer le plaidoyer au niveau international, au niveau global, sur la réforme de l'architecture internationale financière. Merci, merci Jean-Paul. Nassim, quelque chose à ajouter? Oui, très rapidement, hein, puisque Jean-Paul a très bien couvert ça. Peut-être juste sur les questions d'obligations et de financement innovant, sur l'obligation bleue qu'il a citée sur les Seychelles, hein, il était justement aux affaires à ce moment-là, lorsque les Seychelles ont fait ça. C'est juste pour souligner que c'était la première obligation bleue au monde. Donc, nos pays peuvent être aussi comme on dit en anglais, des front-runners, ils peuvent être très innovants pour peu qu'on ait la volonté politique et qu'on peut vraiment prendre le lead sur un certain nombre de choses parce que ça reste des domaines, encore une fois, on parle de financement innovant, donc où l'acceptation par l'écosystème financier global est beaucoup plus grande dans le sens où si on s'inscrit dans cette logique-là. Donc là aussi, c'est une vraie opportunité, c'est des vrais leviers que nos pays peuvent saisir à partir du moment où ils s'organisent, où ils démontrent la pertinence de la chose. On peut vraiment aller de l'avant et développer des financements qui répondent aux besoins spécifiques des pays-là, en l'occurrence dans le cas des Seychelles, les Seychelles étant le plus grand pays africain de par sa superficie maritime, je dirais, et ça a permis justement d'apporter des réponses concrètes à des besoins spécifiques à ce pays-là. Bien sûr, par la suite, on a d'autres pays africains, je pense au Cap-Vert, qui a développé aussi des obligations bleues liées à l'énergie, mais dans le reste du monde aussi, il y a de plus en plus d'obligations bleues. Donc, tout ça pour dire il ne faut pas être timoré ou trop penser qu'on ne peut pas y arriver, qu'on n'a pas les moyens d'y arriver. C'est des domaines où l'innovation peut se faire par n'importe quel pays. C'est très important de le faire. Maintenant, juste par rapport aux communautés locales, effectivement, c'est très important de concevoir ces approches innovantes en intégrant dès le départ en amont les communautés locales pour qu'elles soient les premières bénéficiaires de la chose. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une question de durabilité et de soutenabilité de l'exercice. Si on n'a pas les communautés locales qui en bénéficient, qui au lieu, l'exemple de la déforestation, tout à l'heure je donnais l'exemple avec les réfugiés, mais c'est valable aussi avec les communautés locales de la plupart des pays, qui peuvent jouer un rôle négatif sur la déforestation, si on leur donne les moyens et les outils et les mécanismes pour qu'elles tirent profit de cette reforestation économiquement, quoi. Et ben, du coup, on a des acteurs qui deviennent des gardiens et qui vont promouvoir cette reforestation-là. Donc, on inverse totalement la dynamique et ce n'est que comme ça qu'on pourra effectivement arriver à être inclusif et à avoir des impacts réels au niveau local et sur le terrain. Donc, c'est très, très important d'avoir ces autres communautés locales impliquées dès le départ et d'avoir les mécanismes aussi lorsque les choses ne vont pas. Je n'ai pas le terme en français, grievance, des mécanismes pour pouvoir
amener d'un point de vue juridique et légal sur la table des choses qui ne fonctionnent pas, qui fonctionnent mal. Et donc, aussi travailler beaucoup sur ces questions-là pour pouvoir alerter très tôt sur des solutions qui finalement vont à l'encontre des intérêts de ces communautés locales pour pouvoir justement ajuster rapidement les choses pour que ça se fasse aussi pour leur intérêt et pour l'intérêt national également. Merci, chers invités. Julien, tu as d'autres questions ou tu lis la question d'Alex? Tout à fait, oui. Alors, j'ai une question d'un des membres d'Africa 21, parce qu'on a aussi invité quelques membres de notre association. Alejandro est secrétaire général de Genexit, c'est l'association de banques d'import-export. Donc, sa question, au regard de l'ODD2, comment la question des engrais et des fertilisants a été abordée dans le forum politique de haut niveau au regard de l'impact de la guerre Russie-Ukraine? Ça, c'est la première question. Et j'ai une question de journaliste, de Jalal Al-Makfi, de RMC Dilwaya, sur l'impact des conflits politiques dans le Maghreb et le Sahel a influencé la mise en œuvre de plusieurs ODD et a réorienté les efforts financiers de ces États vers d'autres priorités. Comment l'ONU mesure ces impacts et réoriente à son tour ses stratégies de mise en œuvre des ODD? Voilà. Oui, qui commence? Je crois que je ne vais pas reposer une question derrière la question, mais la question de Alex, par exemple, je pense que tout à l'heure, Jean-Paul parlait de la question sécuritaire et ça rejoint quelque chose que Nassim avait évoqué sur la sécurité alimentaire et tout ça. Et donc, le fait, est-ce qu'au forum de haut niveau, la sécurité alimentaire a été évoquée sous l'angle justement de la question des engrais, des fertilisants pour, en ce qui concerne l'agriculture, notamment en Afrique? Ben, je peux commencer avec cette question-là, déjà. Et effectivement, non, tout à fait. C'était un des 5 ODD qui était passé en revue. Et pour nos pays, la question de la sécurité alimentaire est fondamentale. Et on a vu avec les conséquences du conflit en Ukraine et avec la Russie, avec donc des pays qui se sont trouvés en situation d'insécurité alimentaire prononcée. Beaucoup de pays africains, et ça a accéléré leur réflexion sur comment passer d'une sécurité alimentaire à une souveraineté alimentaire. Mais une souveraineté qui soit continentale. C'est-à-dire, la différence, la sécurité, c'est la capacité d'un État à nourrir sa population, quelle que soit l'origine de ces aliments-là, qui soient importés de Russie, d'Ukraine ou d'ailleurs, ou produits sur place. Par contre, assurer une souveraineté alimentaire à l'échelle du continent implique de développer des systèmes de production, d'avoir des systèmes de production qui soient développés au niveau du continent, non pas seulement, alors là, pas seulement au niveau national, mais avoir une approche collective continentale et aussi au niveau des sous-régions pour pouvoir effectivement garantir sa sécurité alimentaire en produisant les aliments sur place, sur le continent. Donc là, on atteint cette souveraineté-là qui nous permettra de répondre à ces besoins-là et de réduire les risques qui sont liés à des conflits, ou ça peut être, ce qui sera le cas dans le futur, de plus en plus de risques climatiques liés justement à des événements climatiques très loin. On a vu aussi avec le Canada, parce que ce qu'il faut voir sur la sécurité alimentaire, la crise liée au conflit n'était pas le principal facteur de l'insécurité alimentaire qui en a découlé. Le problème vient du fait que ça s'est couplé avec des récoltes très, très mauvaises au niveau du Canada. Et c'est ces deux éléments qui ont fait qu'on a atteint ce niveau d'insécurité. Donc là aussi, c'est très important de prendre conscience et de mieux s'organiser. Et la question des engrais est du coup centrale et fondamentale. Là aussi, on a des pays très bien dotés en input pour pouvoir développer des industries d'engrais très fortes. Hein. Je veux dire, l'Afrique du Nord, particulièrement le Maghreb, a des réserves
en phosphate, donc pour les engrais phosphatés très, très importants, mais aussi également on a beaucoup de pays gaziers qui rentrent aussi qui est un élément très important dans la production d'engrais, mais là aussi, mettre en place les chaînes de valeur régionales, mettre en place aussi des acteurs liés à cette souveraineté alimentaire qui, au niveau régional, non plus nationaux, va permettre justement de développer cet élément-là. Un exemple aussi, au niveau de la CEA, nous travaillons, au-delà des engrais, on travaille aussi sur tout ce qui est smart agriculture, l'agriculture intelligente, mais en intégrant de plus en plus d'éléments liés à la technologie. Et par exemple, au Botswana, on travaille sur des fermes où on augmente l'efficacité au niveau des fermes de taille, pas forcément de grandes fermes, mais des tailles un peu plus réduites, en intégrant des éléments de technologie qui permettent d'améliorer justement le rendement de ces opérateurs-là, qui sont des PME, en tout cas des fermes à taille plus réduite, mais qui permettent aussi de mieux gérer l'impact environnemental, mais également, maintenant, on travaille sur une intégration de ces acteurs-là au niveau sous-régional pour que les différents pays autour du Botswana puissent participer à ces chaînes de valeur régionales et qui permettent une exportation soit vers le reste du continent et aussi vers d'autres marchés importants. Donc, c'est un sujet très important. Là aussi, la question de financement est fondamentale, mais pas seulement. Il est très important d'avoir ces approches coopératives au niveau des sous-régions et au niveau du continent. Et je vais m'arrêter là. Et peut-être juste pour très rapidement compléter la réponse de Nassim, Ok. il faut penser à des chaînes de valeur justement agricoles. L'engrais et les fertilisants, c'est fondamental pour bâtir ces chaînes de valeur. Et il faut utiliser la ZLECAf, la zone de libre-échange du continent africain, comme effet de levier pour pouvoir développer ces chaînes de valeur. Parce qu'il faut se rappeler pourquoi. Bon, il y a plusieurs raisons. Il y a des problèmes de capacité, de technologie. Mais fondamentalement, sur l'Afrique, on avait même une dépendance. Il y a aussi un aspect euh, colonial des reliquats en fait de la situation coloniale de beaucoup de ces pays, qu'on continue à importer des engrais en fait d'Europe ou d'ailleurs. Et le changement, c'est en fait de passer à une industrialisation durable du système alimentaire en Afrique et d'avoir cette souveraineté alimentaire à l'échelle africaine. Il faut vraiment bâtir sur la réflexion qu'a fait l'Union africaine, notamment dans le contexte du cadre de Malabo, que d'ailleurs, c'est une période de réflexion pour le post-Malabo et qui est vraiment autour de cette question d'industrialisation durable du système agricole, en reconnaissant que la majorité des acteurs actuellement dans ce secteur en Afrique sont des petites entreprises. Mais alors, c'est une question d'avoir, par exemple, des centres de transformation qui permettent d'utiliser des technologies plus avancées et qui est lié aussi, par exemple, au accès au financement pour ces opérateurs pour qu'ils puissent augmenter leur production et aussi avoir accès aux technologies nécessaires, mais notamment aussi à des engrais ou des fertilisants. Et puis, sur la question sécuritaire, ce qu'on a vu dans le passé et peut-être l'approche généralisée, c'est d'abord, il faut créer la sécurité pour après amener le développement. Mais la réalité, c'est que le développement il doit toujours avoir des possibilités d'investir dans le développement, même dans des pays qui souffrent de l'insécurité, parce que sinon, nous avons des générations perdues et en fait, le cycle d'insécurité continue. Et c'est pas juste l'absence de guerre qui crée la paix. C'est en fait de vraiment avoir des institutions d'abord qui permettent de planifier à l'avenir pour que les populations puissent réfléchir sur la vie qu'auront leurs enfants. Et je crois que ce qui a été très fort dans ce forum de haut niveau
ce forum politique de haut niveau de cette année, nous avons eu aussi des témoignages de jeunes qui étaient dans des zones de conflit. Nous avons eu des jeunes qui étaient en Ouganda, qui a été dans le passé enlevés, par exemple, par des groupes terroristes comme le Lord's Resistance Army. Nous avons eu aussi le témoignage de jeunes qui étaient au Sud-Soudan et qui ont été affectés par les conflits et qui sont devenus des réfugiés, mais qu'ils ont pu, même s'ils étaient dans des camps de réfugiés, ils ont pu avoir accès à l'éducation et ils ont pu devenir un atout même pour les pays qui les ont accueillis. Et je crois que c'est cette réflexion qui, de plus en plus, le continent africain, nous voyons des leaders politiques qui mettent ça en avant, en fait, que pour vraiment bénéficier de cette jeunesse africaine, parce que le continent africain est le continent le plus jeune de tout le monde, et ça peut être une force en fait, une force pour arriver à une vraie croissance durable globale. Et pour mobiliser cela, il faut investir justement même dans les populations de réfugiés et comment intégrer ces populations dans la question de production sur le continent africain et la quête vers le développement durable. Et le problème, c'est que nous devons tous faire en même temps. La réflexion des Nations Unies, c'est vraiment de mieux appuyer les gouvernements même pour pouvoir, même dans des situations d'insécurité, mais d'avoir les bases, d'assurer l'accès à l'alimentation, à l'énergie, à l'éducation et aux services de santé de base. Merci Jean-Paul, merci Nassim. Julien? Oui, non, pas de questions de mon côté. D'accord. Du moins, pas de questions écrites. D'accord. Est-ce que ceux qui sont en ligne directement avec nous, quelqu'un a d'autres ont des questions à poser directement? Vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, Vous vous présentez rapidement et vous. Oui, allez-y. Bonsoir à tous. C'est Karina de Madagascar. Ma question est, y a-t-il eu durant le forum je dirais, vraiment des décisions concrètes au niveau pour des actions à mettre en œuvre vraiment au niveau régional pour atteindre ces objectifs? Et une deuxième question peut-être, c'est y a-t-il eu comment dirais-je, des réflexions par rapport aux États insulaires, étant donné que je viens de Madagascar. Merci. Qui Merci, commence? Karima. Merci. Bon, peut-être juste, je commence en rappelant que le forum politique de haut niveau, c'est le moment en fait où l'ONU, avec les pays membres, ont fait le point sur la mise en œuvre des ODD. Alors en fait, il y a des présentations par les pays, la présentation de ce qu'ils appellent les revues volontaires nationales. C'est des revues où les pays regardent la mise en œuvre et puis ils présentent les exemples, les bons exemples, mais ils réfléchissent aussi sur les défis. Mais le forum de politique de haut niveau n'est pas une instance où les États créent des instruments. Ça peut permettre d'avoir des recommandations et ces recommandations sortent en fait des exemples des différents pays et parfois ça crée aussi des instances où l'ONU peut intervenir, par exemple, pour mieux appuyer des pays dans un certain sens ou un autre. Mais il n'y a pas de nouveaux instruments. Par contre, si on regarde vers le sommet de l'avenir, c'est plus en fait à redéfinir ces instruments multilatéraux et avoir des recommandations beaucoup plus concrètes vis-à-vis, par exemple, la réforme de l'architecture internationale et de viser cela par rapport aux besoins des pays. En ce qui concerne les insulaires, c'est une problématique qui a été mise en avant notamment de plus en plus par les pays africains eux-mêmes
Et je crois que Nassim va parler, je vais laisser Nassim parler un petit peu plus sur les méthodes de coordination que nous essayons, que l'ONU essaye de mettre en place pour assurer la défense des intérêts des insulaires. Mais de dire aussi que l'ONU notamment a récemment, en fait c'était hier, il y avait l'adoption d'une résolution sur un indice de vulnérabilité qui va être utilisé par l'ONU, en fait, qui va mieux pouvoir définir les vulnérabilités des pays qui ont des circonstances spéciales, c'est-à-dire les insulaires, c'est aussi les pays moins avancés, mais aussi les pays qui sont enclavés, et de mieux pouvoir gérer les ressources disponibles à travers le développement par rapport à la spécificité des vulnérabilités des pays. Je spécifie que c'est une résolution, alors c'est pas forcément un nouveau instrument, mais ça crée un nouveau cadre dans ce cas-là pour définir le mode d'intervention des Nations Unies et des partenaires en développement. Je laisse Nassim maintenant peut-être de parler un peu plus sur la coordination des insulaires dans le cadre africain lié au développement durable. Merci Jean-Paul. Absolument. Peut-être juste sur, encore une fois, sur l'importance que peuvent avoir ces conférences, même si c'est pas des instruments qui sont créés dans ces conférences, elles servent aussi à vraiment orienter les choix futurs, et les instruments sont par la suite mis en place dans les forats qui correspondent à ces séquences-là. Mais je voulais justement, tout à l'heure, Jean-Paul a parlé de la réforme de la coopération fiscale au niveau multilatéral. Là encore, on a vu comment les pays africains ont pu prendre le lead. C'est une question qui était traitée à l'OCDE, comme il a très bien expliqué, qui maintenant devient une question qui est traitée, la coopération internationale sur la taxation de la fiscalité, qui est traitée maintenant, qui sera traitée au niveau onusien. Ce sont les pays africains, en s'organisant, en se mettant ensemble, qui ont pu faire pencher la balance, parce que c'était vraiment un souhait fort, et ça crée énormément d'espoir. Ça démontre, ça illustre que les pays africains, maintenant, de par leur nombre, peuvent sont une puissance de transformation qui devient réelle. Donc, il faut vraiment pas sous-estimer cela et investir là-dessus. Et ça passe par vraiment une identification beaucoup plus précise de nos intérêts pour pouvoir mieux les défendre et pour pouvoir faire changer les choses ensemble. Sur les États insulaires, effectivement, même si cette année, l'ODD 14, qui touche en particulier les États insulaires, ne faisait pas partie des 5 ODD, il n'en demeure pas moins que la question des États insulaires était très présente, et au moins pour deux raisons. D'abord, parce qu'on est un mois après la conférence sur les États insulaires qui s'est tenue à Antigua et Barbuda, et donc là aussi, c'était très présent dans de nombreuses déclarations, et sur comment opérationnaliser maintenant l'agenda de cette conférence-là. Donc, il y a eu de nombreuses références aux conclusions de cette conférence-là, mais également l'urgence auxquelles sont confrontés les États insulaires. Là aussi, comme l'ODD 13 sur l'action climatique était revu cette année, la question des États insulaires était très, très présente dans les discussions. Effectivement, au niveau africain, la CEA est en charge de la coordination, pas seulement des 6 sites, des petits États insulaires, mais en Afrique, nous avons 9 îles, on va dire. Donc, on a aussi une commission climat des États, des îles africaines, avec laquelle travaille beaucoup la CEA. Mais la CEA, justement, est en charge de coordonner les efforts faits par les États insulaires africains, mais également les États de mer de Chine et les autres États de l'océan Indien non africain. Donc, ça veut dire qu'on parle des Maldives,
des Maldives, de Singapour et de Timor au Leste. Donc là aussi, on a pu avoir de nombreuses discussions pour pouvoir significativement améliorer cette coordination que la CEA et ses partenaires doivent faire, mais pas aussi avec la commission sœur de l'Asie-Pacifique, pour justement répondre à cette urgence qui est soulignée par rapport à la mise en œuvre des ODD sur les États insulaires, sachant que vu leur vulnérabilité, et c'est la raison pour laquelle Jean-Paul faisait référence à cette résolution sur l'indice de vulnérabilité, c'est fondamental pour les États insulaires, étant donné leur vulnérabilité par rapport au choc, notamment au choc naturel. L'urgence est vraiment cruciale, et apporter les réponses et les mécanismes et les outils pour répondre à cette urgence ne peut plus attendre. D'où, pour nous, en tout cas de la CEA, c'est un point plus que prioritaire. Donc, dans les prochains mois, nous allons travailler ensemble avec aussi bien à Addis Abeba, mais à New York, avec aussi le bureau de Jean-Paul et d'autres partenaires pour pouvoir accélérer les réponses à ces besoins-là. Merci Nassim, merci Jean-Paul. Est-ce qu'il y a encore une réaction? Si personne ne prend la parole, j'aurais peut-être une petite question. Oui, pour finir, parce que... Voilà, mais je ne veux pas prendre la place d'un journaliste. Hein. Si personne se présente au guichet, je prends. Oui, parce que nos invités, je crois que... Je crois qu'il y a quelqu'un qui demande la parole. Attendez, je ne vois Je n'arrive pas pas à qui voir le c'est. nom. La personne peut parler. En fait, je ne vois pas du tout la personne. Si la personne a levé Anne, Mais elle a le micro coupé. Elle a coupé son micro. Anne. Anne, tu peux... Parfait, voilà. OK. Ça y est, merci. Présente-toi, s'il te plaît, Anne. Quoi? Présente-toi, s'il te plaît, avant de poser ta question. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, moi, je suis journaliste et bon, on comprend que toutes ces problématiques sont extrêmement complexes et qu'on peut les prendre de beaucoup de manières différentes. Si vous aviez les uns et les autres un accès à un canal d'information télévisé, quels sont les éléments que vous mettriez en priorité pour essayer de faire avancer les choses? Question très concrète. Oui, très concrète. Merci, voilà. Anne. Anne travaille à la RTS, pour information, radio-télévision suisse. Si on vous invite à la télé suisse, par exemple. Voilà, c'est ça. Parce qu'on peut prendre, c'est tellement compliqué, enfin, il y a tellement d'aspects différents, etc. Pour vous, l'urgence, la priorité se trouve où? S'il fallait vraiment sélectionner un message. L'urgence, c'est d'améliorer les financements qui sont spécifiquement liés au développement durable et à la résilience climatique. Et aussi de voir ça, parce qu'on a tendance à penser que c'est de l'aide ou c'est de l'aide humanitaire, mais en fait, c'est un investissement. Parce qu'actuellement, nous sommes dans une période économique difficile globalement. Et moi, je suis persuadé, aussi en faisant des analyses économiques, le pôle de croissance pour l'avenir, ce sera l'Afrique. Le pôle de croissance, surtout en ce qui concerne le développement durable, c'est l'Afrique. Et si nous avons il y a une étude qui a démontré, juste si on arrive à connecter la population africaine, c'est 34% de croissance à l'énergie. Si on arrive à connecter la population africaine, les presque 600 millions actuellement qui n'ont pas accès à l'énergie, c'est comme ça qu'on va créer une croissance qui est directement lié aux personnes qui sont les plus vulnérables actuellement, qui ont plus de besoins, mais qui va créer un impact aussi global. OK, merci. Alors, voilà, de mon côté, aussi, pour aller dans le même sens, c'est vraiment la réforme de l'architecture financière globale qui permet de développer tous ces financements liés justement aux DDD et aux questions climatiques. Parce que on mesure de mieux en mieux combien le climat va
changer fondamentalement et profondément notre manière de fonctionner, notre manière de se développer, etc. Donc là aussi, le problème, c'est qu'on a des financements, une approche de financement qui date du siècle dernier, qui n'est pas du tout adaptée à ces problématiques-là. Et la non-réalisation des ODD est une conséquence aussi de cela. Donc, dans les années qui viennent, on va avoir de plus en plus de la question climatique prégnante dans la question de la croissance, de la création de richesses ou de création enfin, au-delà de la richesse, hein, vraiment du bien-être tout simplement des populations. Et les systèmes de financement ne sont pas du tout, n'ont pas été conçus par rapport à ces nouveaux besoins besoins de bien-être. Et effectivement, comme le disait Jean-Paul, l'Afrique est en train de devenir un des pôles de cette nouvelle économie, je dirais économie climatique bien-être. Mais pour cela, on a besoin d'une profonde réforme du système financier global. Ok. Merci Nassim. Merci Est-ce que je peux poser ma micro-question rapidement, parce que Très ça rapidement. permettra peut-être de faire aussi Oui. une conclusion là-dessus. Oui. On a parlé à plusieurs reprises de la biodiversité et de l'aspect financier, la financiarisation en Afrique de la biodiversité. Je voulais savoir votre opinion par rapport au prochain événement l'an prochain qui aura lieu sur le financement du développement. Comment mieux intégrer ces enjeux-là dans le futur cadre international justement de financement du développement? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui filtrent? Comment l'ONU peut plus pousser ces enjeux-là, en particulier pour l'Afrique, dans ce cadre-là? Alors, Vas-y, Nassim. oui, très rapidement. Ça, on en saura un peu plus. C'est une non-réponse que je vais faire la semaine prochaine, sachant qu'à Addis Abeba, à partir de lundi, on a la réunion préparatoire de la réunion de Madrid sur le financement pour le développement. Donc, on pourra éventuellement prévoir une autre rencontre prochainement. Peut-être pas là tout de suite, mais pour parler de ces questions-là. Mais en tout cas, toutes ces questions seront abordées de manière globale, pas spécifique à l'Afrique, mais seront abordées à Addis Abeba et on aura une vision beaucoup plus claire sur les différentes dimensions. Peut-être, Jean-Paul, si tu veux ajouter. Ou non, je crois que surtout, c'est lié, par exemple, aux réformes du système multilatéral et à l'architecture internationale financière, mais de reconnaître en fait que jusqu'à maintenant, les modèles économiques de l'industrialisation surtout, c'était en fait, on cassait la nature, on attaquait la nature pour bâtir, pour mettre le béton souvent. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, les modèles économiques démontrent qu'on aura en fait une croissance qui est beaucoup plus égalitaire et une croissance qui est beaucoup plus adaptée pour répondre aux besoins des populations. Si on arrive dès le départ de mettre la nature en avant, c'est d'avoir cet aspect d'investissement positif vers la nature. Et j'ai cité l'exemple, par exemple, de gestion des risques. On regarde des civilisations qui ont dû faire des infrastructures énormes pour la réduction des risques, quand beaucoup de ces infrastructures peuvent être adaptées dans la nature avec la bonne gestion. Et je crois que c'est de reconnaître la valeur de ce capital naturel dans les modèles économiques. Et nous avons déjà des exemples qui le font parce que, par exemple, il y a des obligations qui sont offertes internationales et qui sont achetées par des investisseurs qui démontrent déjà cette valeur, cette reconnaissance, mais c'est de le faire maintenant à un niveau institutionnel global dans le système de l'architecture financière internationale. Merci. Merci Jean-Paul, merci Nassim. Et si je dois en fait résumer rapidement notre rencontre de ce soir, pour laquelle je remercie encore nos deux illustres invités et tous les participants qui sont en ligne de par le monde. Et finalement, comme je le disais, en fait, le défi, c'est la réforme architecturale du développement international. Je crois que Jean-Paul a eu cette expression-là tout à l'heure.
Et on voit très bien que, en vérité, comme Nassim l'a dit au début, l'Afrique a montré sa bonne volonté en étant massivement mobilisée sur toutes ces questions-là au forum, mais qu'à chaque fois, il y a une question qui bloque, ben, il faut trouver de l'argent, si on veut le dire de façon triviale. Et on ne va pas se mentir, trouver de l'argent, c'est ceux qui ont de l'argent qui peuvent financer massivement le développement. Et quand on se rappelle la COP 21, évidemment, le fonds vert a été mis en place, mais jamais on n'a atteint ce qui était prévu. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure, et tout ce qu'on a dit ce soir peut impulser une certaine dynamique en termes de réflexion dans nos réseaux, mais si on veut penser architecture, c'est architecture sécuritaire, architecture agricole, architecture financière, architecture économique, etc. Et donc, pour nous, ce qui reste, c'est surtout qu'il faut réfléchir aussi à un peu à ce qui a été dit tout à l'heure sur quels sont les indicateurs même de la politique et de la vision qu'on a de la politique en Afrique. Nassim a parlé du PIB, par exemple, justement, qui ne mesure pas tout. Et la phrase qui me permet de conclure, en fait, cette rencontre, c'est celle de Robert Kennedy qui disait dans les années 60, justement, que le PIB mesure à peu près tout, mais pas ce qui rend la vie. Pas l'essentiel. Essentiel. En tout cas, ne mesure pas l'essentiel, mais en tout cas, la vie, ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Donc, sur ce mot, je vous dis merci beaucoup. J'espère qu'on pourra compter sur votre expertise. Je ne sais pas si Julien a quelque chose à ajouter, mais c'était un plaisir d'animer cette rencontre. Et j'espère que les idées vont cheminer, qu'on continuera à agir pour mobiliser le plus grand monde. Je tenais d'abord à remercier nos deux invités qui ont pris le temps de cet échange avec nos amis journalistes et quelques membres de l'association. Je remercie également notre maître de cérémonie de ce soir, Monsieur Didier. Rapidement aussi, prendre la balle au bon pour dire, c'est bien noté, on va réorganiser un événement sur la finance verte à la rentrée. Et juste aussi pour signaler deux, trois éléments. On publie notre revue de l'association Afrique Durable 2030 fin août, qui sera entièrement gratuite et disponible en ligne sur les enjeux énergétiques en Afrique. Et on a des rendez-vous pour les journalistes, notamment le 27 septembre, événement pour la publication du rapport sur l'état du journalisme environnemental, pour ceux qui ont participé au sondage en avril dernier. Et on a également en cours de préparation des activités pour les journalistes dans chaque sous-région d'Afrique sur l'économie circulaire, l'économie bleue, l'agriculture. Donc soyez attentifs, des annonces vont circuler et j'en appelle aussi à nos amis de l'ONU en ligne pour qu'on se mobilise ensemble pour que ces ateliers aient lieu dans de bonnes conditions. Voilà, je vous remercie tous, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Merci à vous. Merci à tous. Merci bientôt. Didier, merci Julien, merci tout le monde. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Merci à tous. Merci beaucoup, merci pour le contenu, c'était bon.